Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 39 du 3 juin 2024. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Et cette fois-ci, mon introduction sera très courte parce que la vidéo que je recycle, qui est la troisième vidéo de la série consacrée aux opérations sous fausse bannière, est une vidéo plus longue que d'habitude. Et donc, je ne vais pas dire grand-chose, si ce n'est que dans cette vidéo, je vous présente la suite des critères, donc les 6 autres critères de reconnaissance d'une opération sous fausse bannière. On avait vu la semaine dernière les 5 premiers critères qui permettent de reconnaître cette manœuvre d'ingénierie sociale qui a été inspiré par l'Institut Tavistock. Donc maintenant, nous allons regarder ensemble les 6 autres critères qui nous permettent de repérer une opération sous fausse bannière. Donc je vous souhaite une excellente écoute de cette vidéo qui, je vous le rappelle, a été tournée le 9 décembre 2019 et vous serez surpris, probablement comme moi, lorsque j'ai réécouté ces vidéos, vous serez surpris de voir que c'était vraiment le bon moment pour diffuser cette vidéo. Mon seul regret, c'est de ne pas les avoir diffusées directement sur YouTube, de ne pas les avoir diffusées directement à une plus large échelle, parce que ça aurait été, à mon avis, très très utile pour un certain nombre de personnes qui se sont fait avoir avec cette pseudo-pandémie de Covid-19. Voilà, donc je serai toujours très heureux de lire vos commentaires sous la vidéo. Je vous laisse en compagnie de Jean-Jacques Rêvecoeur, toujours 4 ans et demi plus tôt que maintenant, à quelques jours près. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la série consacrée à l'ingénierie sociale. Alors, bon visionnage et à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel exposé principal, l'exposé numéro 3, toujours consacré aux opérations sous fausse bannière, les False Flag Operations. Et si vous vous souvenez, si vous avez suivi les épisodes précédents et que vous êtes toujours là, c'est que d'abord vous n'êtes pas complètement déprimé et que vous avez bien entendu le message que je vous ai envoyé dans le premier exposé. Je pense que le premier exposé, c'est le plus important, c'est celui qu'il faut absolument que vous reteniez, c'est que moi je dirais que je m'informe sur toutes ces opérations dégueulasses et criminelles, non pas pour le plaisir de me repaître de sensationnalisme, de me repaître du malheur des gens, de ces dizaines, des centaines, de ces milliers de morts qui ont été sacrifiés pour servir des desseins absolument sombres et diaboliques. Ce n'est pas du tout cela, donc je tiens vraiment à le préciser. Je n'ai absolument pas, ça fait vraiment pas partie de ma nature, je dirais, de me réjouir du malheur des gens et d'être ce genre de curieux vautour qui va s'arrêter lorsqu'il y a un accident mortel de la route pour bien voir les corps déchiquetés dans des... C'est vraiment, ça ne fait vraiment pas partie de moi. Donc, pourquoi est-ce que je passe ma vie à me taper la lecture de toute une série de documents, d'écouter des dizaines et des dizaines d'heures de documentaires, que ce soit sur l'ordre du Temple solaire, que ce soit sur le 11 septembre, que ce soit sur les attentats de Charlie Hebdo et toutes ces autres opérations fausses bannières, les attaques de Pearl Harbor, etc., l'incendie du Reichstag. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que plus je suis conscient des coups tordus que l'élite est en train de mettre en place en espérant que ça passe inaperçu dans la conscience de la majorité, eh bien, plus je serai en mesure d'éveiller d'autres personnes. Je vous rappelle que ma mission de vie, c'est ouvrir les cœurs et les consciences pour une meilleure qualité de vie, parce que je me rends compte que toutes ces opérations, évidemment, ont un but qui est à peu près toujours le même, c'est de faire de nous des esclaves, de plus en plus emprisonnés dans un bocal de plus en plus restreint, c'est de restreindre de plus en plus nos libertés, de restreindre de plus en plus et d'annuler de plus en plus nos droits, de nous appauvrir de plus en plus, de nous abrutir de plus en plus, de nous rendre de plus en plus malades. Et donc, si je suis le seul à connaître tous ces coups tordus, eh bien, je n'aurai aucun pouvoir
d'infléchir les choses, et je n'aurai aucun pouvoir de réenchanter le monde, parce que c'est ça qui m'anime depuis 40 ans, c'est de faire une différence positive dans le monde. Donc, si je passe mon temps à faire des lectures qui ne m'enchantent pas, qui ne m'amusent pas, je vous avoue que quand je lis le livre de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples, eh bien, après cela, moi, je n'endors pas. Et donc, je continue ma lecture jusqu'à ce que je m'endorme. Et parfois, je m'endors à 3 heures du matin parce que c'est à la fois tellement choquant de voir ce que délibérément l'élite et les gouvernements font contre l'intégrité physique des peuples, ça m'empêche de dormir. Et donc, même si je suis fatigué, même les jours où je suis fatigué, je ne suis pas capable de décrocher de telles lectures. Parce que je veux connaître la vérité. Je veux connaître la réalité de ce qui se joue au-dessus de nos têtes pour éventuellement anticiper les coups suivants. Vous savez, c'est un peu comme un joueur d'échecs. Le meilleur joueur d'échecs du monde, c'est qui? C'est celui qui est capable d'anticiper le plus grand nombre de probabilités de coups à l'avance. C'est lui qui devient champion du monde en échecs. Alors, si je suis seul à faire cet exercice, c'est clair que je n'aurai aucun pouvoir. Si nous sommes maintenant 10 000, 100 000, 1 million à faire le même exercice dans différentes cultures, dans différentes langues, là peut-être que nous avons une vraie chance d'arrêter ce qui est en train de se mettre en marche contre notre santé et notre survie, tout simplement. Voilà. Donc, dans l'exposé numéro 2, je vous avais parlé des 5 premiers indices que vous pouvez utiliser pour détecter intuitivement, pour avoir des indices, hein, effectivement, c'est bien le mot, pour détecter intuitivement des opérations sous fausse bannière, pour mettre en place le processus que je vous avais exposé précédemment, c'est-à-dire problème, réaction émotionnelle forte, solution. Bien. Maintenant, je voudrais vous parler des 6 autres choses que vous pourriez faire pour confirmer vos intuitions. Parce que c'est bien d'avoir des intuitions. Vous savez, le 11 septembre 2001, quand j'ai regardé la télévision pendant toute la journée, j'avais une conviction forte que c'était un coup monté par ce qu'on appelle le Deep State, l'état profond, c'est-à-dire un gouvernement invisible qui joue à l'insu du gouvernement officiel des États-Unis. Mais une chose est d'avoir la conviction, une chose est d'avoir l'intuition que c'est un coup monté, autre chose est de recueillir les preuves. Et donc, c'est ça que j'ai envie de traiter aujourd'hui avec vous dans cet exposé. Et je vais surtout me focaliser sur l'ordre du temple solaire et sur le 11 septembre. Je vous donnerai aussi d'autres éléments de temps en temps, mais c'est surtout l'ordre du temple solaire et le 11 septembre, puisque pour moi, ils ont une parenté. Hein, ce sont 2 événements qui ont une parenté très très grande dans les assassinats de l'ordre du temple solaire. On a réduit nos libertés et on nous a lavé le cerveau en nous faisant croire que toutes les démarches alternatives étaient potentiellement dangereuses, et donc on a restreint de plus en plus la possibilité de tenir un discours alternatif en matière de santé, en matière de conscience, en matière d'éducation, en matière d'économie, etc. Pour le 11 septembre, on a fait à peu près la même chose, mais à l'échelle mondiale, pour nous restreindre de plus en plus dans nos libertés individuelles et pour nous faire accepter de plus en plus le fait d'être fichés de façon de plus en plus étroite par rapport à des fichiers qui sont de plus en plus globalisés et qui sont de plus en plus efficaces pour recueillir toutes les informations qui vous concernent. Ça, j'en ai de plus en plus maintenant les preuves en lisant l'autobiographie d'Edward Snowden, dont je vous reparlerai évidemment dans un prochain dossier ou dans une conversation du lundi. On verra bien ce que je ferai. Bien, donc, 6e indice ou
sixième chose que vous pouvez faire, je vous ai donné dans l'exposé précédent les 5 premiers indices, je vous les rappelle rapidement, c'est l'envergure de l'événement, écouter les récits en direct qui vont la plupart du temps être modifiés ou effacés par la suite, mais c'est intéressant d'écouter les récits en direct parce que ceux-là sont beaucoup moins manipulables, beaucoup moins contrôlables, parce que les journalistes qui eux ignorent qu'ils sont dans un coup monté, vont interviewer des témoins directs qui vont évidemment contredire ce que sera la thèse officielle par la suite. Lorsque les médias vous annoncent les conclusions de l'enquête alors que l'enquête n'est même pas encore ouverte, ça c'est un troisième indice qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Le quatrième indice, c'est que la plupart du temps, sinon toujours, les coupables présumés, en tout cas ceux qu'on désigne comme les coupables, ne sont jamais arrêtés, mais ils sont systématiquement tués et on élimine parfois leur corps, comme ça a été le cas de Ben Laden le 2 mai 2011. Et le cinquième indice qui peut encore vous donner la puce à l'oreille, c'est que la scène de crime, parfois, est nettoyée rapidement et contre toute pratique habituelle de la police d'enquête criminelle, où justement on essaye de protéger le lieu où a eu lieu le crime, mais je vous l'ai dit la fois dernière, dans le cas de l'ordre du Temple solaire et dans le cas du 11 septembre, on a éliminé toutes les preuves, en tout cas on a essayé d'éliminer toutes les preuves. Bien, la sixième chose maintenant que vous pouvez faire, c'est essayer de repérer les anomalies et les hasards suspects. Alors évidemment ça vous ne pouvez pas le faire tout de suite, la plupart du temps il va falloir faire confiance au travail de journalistes indépendants ou d'enquêteurs indépendants qui vont prendre le temps et qui vont prendre beaucoup d'énergie, parfois plusieurs années de recherche pour recueillir patiemment tous les indices qui prouvent que la thèse officielle qu'on nous a servie dans l'heure qui a suivi les attentats, pour prouver que la thèse officielle ne tient pas la route et est complètement absurde. Bien, mais ça parfois, il faut attendre un peu de temps et il faut faire un travail de lecture, comme je vous le disais il y a quelques instants, ou regarder des documentaires. Il faut attendre que ces documentaires ou ces lectures soient faites, mais effectivement, c'est une bonne façon de confirmer vos intuitions. Bien, alors, j'ai retenu essentiellement l'ordre du Temple solaire et le 11 septembre, bien que je parlerai de temps en temps d'autres événements sous fausse bannière, mais je suis toujours à la recherche de choses qui défient complètement la logique. Vous savez, faire appel au bon sens. À partir du moment où on a les informations objectives, où on a les informations scientifiques, où on a des faits qui sont établis, eh bien, c'est là où, simplement, il suffit de faire appel à son bon sens pour dire « mais attends, ça ne tient pas la route, ça. » D'accord? Bien. Donc, pour l'ordre du Temple solaire, quand j'ai appris que les gens qu'on avait retrouvés suicidés, entre guillemets, avaient tous reçu dans un des chalets des injections de curare mélangées à d'autres trucs, etc., déjà le curare c'est difficile de se le procurer. Bon, et est-ce que c'est vraiment un suicide collectif quand on se fait injecter du curare? Oui, peut-être, effectivement. Les gens qu'on a étouffés avec des sacs de plastique sur la tête, ça devient un peu plus compliqué. Des gens qu'on suicide avec 2 balles dans la tête, ça devient encore plus compliqué à justifier. Parce que si vraiment on est prêt à se suicider pour aller vers un monde meilleur, pour faire une transition opportune vers Alpha du Centaure, je ne sais pas où, si je fais partie d'une secte qui m'a lavé complètement le cerveau et qui m'a convaincu que je serais bien mieux et bien plus heureux en me suicidant, est-ce que vraiment il faut qu'on me tire 2 balles dans la tête? Voilà, mais bon, ça c'est pas encore grave. Mais lorsque j'ai appris, lorsque différentes personnes ont fait des contre-enquêtes, que ce soit des journalistes indépendants ou des membres de familles qui ont été tués dans des suicides collectifs présumés, entre autres je pense à Monsieur Vuarnet, qui est très très célèbre puisque c'est un homme d'affaires, un ancien champion de ski alpin qui a lancé une
une marque très très célèbre qui porte son nom, et Madame Vuarnet et le fils de Monsieur Vuarnet faisaient partie tous les deux de l'ordre du Temple solaire parce qu'ils trouvaient que c'était des enseignements spirituels très intéressants, et Madame Vuarnet et son fils participaient régulièrement aux célébrations, aux méditations de l'ordre du Temple solaire, aux enseignements de l'ordre du Temple solaire, etc. Et déjà, M. Vuarnet avait dit moi, je veux faire une contre-enquête parce que je connais très très bien ma femme et mon fils. Ils n'ont absolument pas une mentalité de suicider. Ce sont des gens qui sont bien incarnés dans le principe de réalité, et si on avait essayé de les convaincre de se suicider pour aller dans un ailleurs hypothétique, c'est clair qu'ils auraient débarqué, ils n'auraient pas participé à ce suicide collectif. Bien. Donc, à partir de là, Vuarnet a fait des contre-enquêtes qui ont révélé un certain nombre de choses assez troublantes, dont, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le 15 décembre 95, donc 14 mois après les premiers suicides collectifs, il y a eu un deuxième suicide collectif où on a retrouvé dans une forêt du Vercors 16 corps qui étaient disposés en cercle, vous voyez, comme ça, très très bien alignés, 16 corps suicidés, dont 2 policiers, et tous ces corps suicidés avaient reçu des balles dans la tête. Alors, je vais éteindre le truc, voilà. Mais ce qui était très troublant, c'est que ces 16 corps étaient calcinés. Et quand on a fait l'enquête, on s'est rendu compte que la calcination de ces 16 corps avait été faite par un lance-flamme. Donc déjà, si je me suicide, et à la limite, disons que moi, le policier, je me suicide en dernier et je m'aligne déjà dans ce cercle, bon, c'est très bien, mais alors pourquoi est-ce que les 16 corps sont calcinés ? Donc ça, c'est quand même assez anormal qu'un suicidé, mort, donc par définition, prenne un lance-flamme et brûle les 16 corps au napalm. Et puis que après, il aille se recoucher après avoir fait disparaître le lance-flamme. Et quand on a fait une analyse plus approfondie en laboratoire, on s'est rendu compte que le napalm, c'était un napalm qui n'était disponible que pour les fournitures de l'armée. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que 16 pauvres bougres se sont suicidés dans une forêt, dans un rituel pour rejoindre les autres dans un autre monde, tout en se brûlant eux-mêmes, en ayant 2 balles de revolver dans la tête et en ayant été carbonisés sans qu'il y ait eu une intervention extérieure. Et ce qui est vraiment amusant de regarder, c'est que les juges d'instruction chargés des enquêtes n'ont jamais posé la question de savoir, ben tiens, est-ce qu'on pourrait faire des analyses du napalm, est-ce qu'on pourrait faire des analyses de où se trouve l'instrument qui a permis de calciner les corps, etc., etc. Donc vous voyez que à partir du moment où on a des choses comme ça, c'est clair que les intuitions que l'on a avec les 5 premiers indices que je vous ai donnés, elles deviennent de plus en plus fondées. Et je pourrais vous parler de plein d'autres choses, mais bon, je dirais que je vous en ai dit assez. Pour le 11 septembre, c'est la même chose. Bon, moi, j'avais la conviction le 11 septembre au soir que c'était un coup monté. C'était évident, c'était gros comme une maison. Mais l'émotion de la plupart des gens est tellement forte qu'on ne réfléchit plus et on avale tout cuit. La thèse qu'on nous a servie, c'est Al-Qaïda, c'est Ben Laden qui a fait le coup. Il y a 19 pirates qui ont détourné 4 avions, dont 2 se sont mis dans les tours. Et à cause des incendies, les tours se sont effondrées. On ne parle évidemment pas du World Trade Center numéro 7. Il y a un avion qui a été détourné et qui s'est planté sur le Pentagone. Et un 4e avion qui, grâce au courage, à l'héroïsme des passagers, s'est planté en pleine nature, en Pennsylvanie, plutôt que de se planter vers la Maison-Blanche. Voilà, donc l'affaire est close, l'enquête n'est même pas ouverte, mais l'affaire est close. Sauf que dans les mois
Et dans les années qui ont suivi, il y a eu de plus en plus de personnes, parmi les familles de victimes, parmi les ingénieurs, y compris ceux qui avaient conçu et qui avaient construit les tours du World Trade Center, parmi les pilotes de ligne, qui ont dit qu'il était strictement impossible au niveau des lois de l'aéronautique et de l'aérodynamique, il était strictement impossible d'amener un avion aussi bas du sol, aussi proche du sol, avec un avion 737 ou 777, je ne sais plus quel type d'appareil c'était. Il disait que c'est impossible, soit l'avion se plante bien avant, soit il est obligé de rester à une altitude beaucoup plus grande pour avoir une portance. Et en plus, faire cette manœuvre de 270 degrés pour venir se planter dans le Pentagone, c'était strictement impossible. Donc en fait, et il y a aussi des gens du gouvernement américain qui ont dit, attendez, la thèse officielle, elle ne tient pas. Dès 2002, il y a des voix qui se sont élevées pour dire il y a trop d'anomalies dans ce dossier pour qu'on croie que c'est un attentat qui a été perpétré par des gens à l'extérieur à partir d'une caverne en Afghanistan. Alors, je vous cite certaines choses, mais bon, là, je vous invite vraiment à regarder les documentaires, à lire les bouquins. Je vous mettrai un certain nombre de références dans une page référence. Mais voilà, le fait qu'il y ait eu des spéculations boursières le 10 septembre 2001 sur deux compagnies aériennes qui étaient American Airlines et United Airlines, or ce sont ces deux compagnies dont les avions ont été détournés. Est-ce que c'est pas suspect, ça, que des gens fassent des opérations massives de vente à option, c'est-à-dire qu'ils ont vendu en prenant une option d'achat plus tard, hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans une conversation du lundi, et donc ils se sont fait des couilles en or ce jour-là, parce que, effectivement, ils ont acheté des actions qui s'étaient effondrées au niveau de ces compagnies, de ces deux compagnies aériennes, mais après avoir vendu déjà, a priori, le 10 septembre, les actions de United Airlines et American Airlines. Pourquoi est-ce que les forces d'interception ont traîné autant avant de faire décoller les chasseurs qui auraient dû normalement abattre les avions qui étaient détournés? Comment ça se fait qu'ils ont traîné autant de temps alors que c'est une procédure qui est automatisée et qui normalement ne demande l'autorisation de personne, même pas du président ou du vice-président des États-Unis? Comment ça se fait qu'ils ont trouvé des manuels en arabe dans une voiture qu'ils ont par miracle trouvé? Comment ça se fait que dans les mois qui ont précédé les attentats, le propriétaire des deux tours avait doublé la prime d'assurance de ses bâtiments? Hein, je crois que c'était 3 mois avant, donc c'était au mois de juillet 2001, qu'il avait doublé la prime d'assurance en cas d'attaque terroriste et de destruction de son immeuble. Comment ça se fait que la personne qui était à la tête de la compagnie de sécurité qui avait été changée quelques mois avant les attentats du 11 septembre et qui était la compagnie qui a fait des travaux majeurs de rénovation à l'intérieur des tours, enfin des conduits, des ascenseurs du World Trade Center 1 et 2. C'est-à-dire qu'en fait, dans les mois qui ont précédé les attentats, il y a eu des travaux en permanence où à chaque fois il y avait plusieurs ascenseurs qui étaient mis hors service pendant plusieurs semaines et où on faisait des travaux majeurs. Il y a d'ailleurs des témoins, des gens qui ont travaillé dans les bureaux du World Trade Center et qui n'en sont pas morts, qui disaient que pendant des mois, il y a eu une poussière en permanence dans tous les bureaux à cause de ces travaux qui ont été faits. Mais peut-être que ces travaux qui étaient faits sous la surveillance d'une société dont le directeur général était le neveu de George W. Bush, comme par hasard, hein, évidemment, tout ça c'est un hasard. Comment ça se fait que ils ont travaillé dans la structure donc des tours du World Trade Center et qu'on a assisté à ce qui ressemble en tout point à une
destruction contrôlée des immeubles avec toutes les caractéristiques d'une destruction contrôlée, avec des explosifs à tous les étages pour faire basculer la tour sur elle-même et pour faire en sorte qu'elle s'effondre à la vitesse de la chute libre. Parce qu'il n'y a aucune autre explication physique qui tient pour expliquer l'effondrement des 2 tours du World Trade Center, et ça tient encore moins pour expliquer l'effondrement de la tour numéro 7. Tour numéro 7 qui détenait toutes les preuves d'une énorme fraude et évasion fiscale au niveau des États-Unis. On parlait de 2,3 000 milliards de dollars qui avaient disparu du budget du Pentagone, et ça avait été dénoncé la veille du 11 septembre. Mais comme par hasard, toutes les preuves ont disparu le lendemain dans la tour du World Trade Center. Le passeport retrouvé, c'est d'un ridicule absolument grotesque. On nous a refait le même coup pour les assassinats de Charlie Hebdo, où, comme par hasard, les tueurs avaient laissé bien commodément, je dirais, leur carte d'identité dans la voiture qu'ils ont abandonnée en cours de route. Le fait qu'il n'y avait pas de traces d'avion ni dans le Pentagone ni en Pennsylvanie, ça aussi c'est quelque chose quand même qui est assez bizarre. Et puis, moi je devais prendre l'avion le 12 septembre 2001 pour retourner en Belgique pour vendre la propriété immobilière que nous avions mise en vente, puisque nous avions fait une émigration au Québec. Et évidemment, je n'ai jamais pu décoller avant le 14 septembre, si mes souvenirs sont bons, puisqu'on a cloué tous les avions au sol. Il y a un seul avion qui a décollé le 11 septembre, un seul qui a été autorisé à décoller et à quitter le territoire, et c'est un avion qui a emporté toute la famille de Ben Laden. Alors, je ne sais pas, mais je dis ça comme ça. Si vous soupçonnez, non, et même si vous êtes sûr, puisque ça a été annoncé dans tous les médias, si vous êtes sûr que celui qui a fait le coup, c'est Oussama Ben Laden, et que ce gars vient d'être responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes, est-ce que vous allez autoriser spécialement toute la famille de ce bonhomme-là, qui résidait aux États-Unis, est-ce que vous les autorisez à prendre un avion et à décoller alors que tout l'espace aérien du Canada et des États-Unis est cloué au sol, est paralysé? Ça a été révélé dans le documentaire de, comment s'appelle-t-il maintenant, celui qui a fait Bowling for Columbine, donc Michael Moore. Il a révélé dans son documentaire, et ça n'a jamais été contredit. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Puis, les passagers héroïques qui ont soi-disant mis par terre le 4e avion pour éviter que cet avion ne se crache sur la Maison Blanche, plusieurs d'entre eux auraient passé des appels téléphoniques depuis leur avion. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de passer un appel téléphonique en altitude. Ça ne passe pas, évidemment. Et en plus, quand vous avez quelqu'un qui téléphone à sa mère, allez, si moi je téléphone à ma mère d'un avion, avec mon téléphone portable, déjà, c'est strictement impossible au niveau des ondes de téléphonie portable. Mais admettons que je réussisse à avoir un signal. Est-ce que je vais dire bonjour maman, ici Jean-Jacques Crèvecoeur. Attendez, si moi j'appelle ma mère, je ne dis pas ici Jean-Jacques Crèvecoeur. La plupart du temps, je dis salut maman, c'est moi. Ou salut maman, c'est Jean-Jacques. Mais je ne vais pas dire allô maman, ici Jean-Jacques Crèvecoeur. Or, il y a eu des mères de famille qui ont eu des appels en tout cas, une mère qui a eu un appel de son fils qui a décliné son prénom et son nom de famille pour lui dire, écoute maman, je voulais juste te téléphoner pour te dire je t'aime, on va faire la peau à ces pirates, et je vais me sacrifier, nanana, etc. Qu'est-ce que c'était opportun? Mais attendez, si vous êtes la mère d'un gars comme ça, vous avez quand même quelques soupçons. Voilà. Et puis alors, bien entendu, parmi les 19 pirates de l'air, vous savez que la plupart de ceux dont on a donné le nom sont vivants.
parce qu'ils n'ont jamais été dans les avions et ils ont essayé de déclarer haut et fort, disant hey, on a dit que moi j'étais dans les avions, mais je suis bien vivant, j'habite au Maroc, j'habite en Algérie, j'habite dans tel pays, etc. De quoi vous parlez là? Pourquoi vous dites que je suis un pirate de l'air alors que je suis encore bien vivant? J'ai jamais été dans les avions. Bon, pour Charlie Hebdo, je vous en ai déjà parlé. Pour le 14 juillet 2016, des témoins ont dit qu'ils avaient vu le car de police reculer pour laisser passer le camion meurtrier. Pourquoi est-ce qu'un car de police, à ce moment-là, laisse passer un camion alors que ce camion va provoquer la mort de dizaines de personnes dans les minutes qui suivent. Puis j'ai vu les photos lorsque le camion a été arrêté, les photos du pare-brise du camion. Et en fait, toutes les balles ont été tirées sur le côté droit du camion. Quand vous conduisez un camion en Europe, habituellement le volant est à gauche. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont descendu le conducteur en tirant dans le pare-brise du côté droit? Vous savez, quand on voit des images comme ça, on se dit, mais de la gueule de qui on se fout là? Quelqu'un avait filmé en selfie l'exfiltration du conducteur. Le conducteur, lui, il a été pris par 2 policiers et il a été exfiltré et il a disparu de la scène du crime. Parce qu'effectivement, le camion s'est arrêté, le Tunisien qui se trouvait à la droite du camion, lui, il était sur le siège du passager et il a été tué. Et puis on a exfiltré le chauffeur. Mais le chauffeur, on ne sait pas qui c'est. Et on ne le saura jamais, bien entendu. Alors, 7e indice que vous trouvez évidemment toujours plus tard. Ce n'est pas le jour même qu'on vous le dit. Mais enfin, parfois c'est assez rapide. C'est l'existence de manœuvres militaires ou de manœuvres policières ou de manœuvres des services d'urgence, des manœuvres d'entraînement, des manœuvres de simulation qui se passent en simultané des attentats. Par exemple, le jour du 11 septembre 2001, il y avait une énorme opération de simulation militaire qui avait comme hypothèse, pour que les militaires s'entraînent, si vous voulez, avec une simulation à la grandeur des États-Unis au complet. Et cette simulation, c'était d'imaginer que des avions étaient détournés par des terroristes islamistes et que ces avions avaient pour cible des cibles stratégiques comme les tours du World Trade Center, le Pentagone et la Maison Blanche. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez, depuis 5 heures du matin, les militaires étaient en train de mettre en place des manœuvres. Qu'est-ce qu'on ferait au cas où un jour des terroristes devaient détourner des avions pour les utiliser comme des missiles et pour détruire des bâtiments tout à fait emblématiques. Et 2-3 heures plus tard, c'est exactement ça qui se passait le 11 septembre 2001. C'est une coïncidence, hein? Bah oui, évidemment, c'est une coïncidence. Le problème, c'est que ça s'est déjà passé très très souvent dans l'histoire. Mais plus tard aussi, après le 11 septembre, les attentats de Londres dont je ne vous ai pas parlé, qui ont eu lieu le 7 juillet 2005, attentat à la bombe dans le métro de Londres, il y avait ce jour-là des manœuvres qui postulaient le même scénario, les mêmes scénarios d'attaque. Exactement les mêmes. Allez, autre exemple, les assassinats, les attentats du Bataclan, le 13 novembre 2015. Dans le journal du dimanche, du 15 novembre 2015, Pierre Carly, le médecin-chef du SAMU, a témoigné du fait qu'ils avaient travaillé toute la journée du 13 novembre, c'est-à-dire le jour où ont eu lieu les attentats à différents endroits. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas que le Bataclan, il y avait aussi des terrasses de café, il y avait aussi le stade de France où se trouvait le président de la République à ce moment-là. Et il dit,
nous étions en train de travailler à un exercice de simulation qui simulait une attaque multiple sur différents sites. Et je vous lis quand même un extrait de l'article parce que c'est quand même assez extraordinaire. Il dit le plan prévoyait plusieurs étapes. Mettre en place dès l'arrivée du SAMU une réanimation adaptée aux blessures par balle, garrot, pansement, médicaments adaptés, afin de limiter au maximum les saignements. Dans un premier temps. Dans un second temps, mettre en œuvre une organisation fluide et rapide, d'autant plus complexe qu'il y a beaucoup de sites et beaucoup de victimes. La priorité était de transférer les cas les plus graves vers les blocs opératoires pour les sauver de la mort par hémorragie. Dans les différents hôpitaux parisiens, les chirurgiens vasculaires, thoraciques et orthopédiques avaient été mobilisés. Ça, c'était le 13 novembre 2015. Et quelques heures plus tard, a eu lieu exactement ce qu'on leur avait demandé, ce sur quoi on leur avait demandé de s'exercer. Alors, soit vous croyez vraiment à ce genre de coïncidence, et vous avez tout à fait le droit, mais on pourrait se demander, oui, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est complètement stupide d'aller faire des choses, c'est quand même un aveu de culpabilité. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que d'abord, l'avantage de ça, c'est que ça crée énormément de confusion et de dispersion. Parce que, imaginez, vous êtes en train de faire une manœuvre de simulation et on vous dit, il y a une attaque des tours du World Trade Center. Et vous vous dites, ok, donc on continue la simulation. C'est-à-dire qu'en fait, vous continuez à jouer à la simulation sans vous rendre compte qu'en réalité, c'est plus une simulation, c'est la réalité. Donc, le temps que vous réagissiez en disant, attends, c'est pas de la blague là. Non, c'est pas de la blague. Oui, mais ça fait partie de l'exercice. Non, justement, ça fait pas partie de l'exercice. Donc ça peut déjà retarder énormément et disperser. L'autre avantage, et ça c'est un avantage beaucoup plus machiavélique, je dirais, c'est que comme ce genre d'opération, ça prend parfois des semaines ou des mois à être préparé par les gens qui veulent mettre en place cette opération sous fausse bannière. Vous imaginez que la démolition contrôlée de 3 immeubles, ça ne se décide pas la veille au soir. Parce qu'il faut travailler pendant des mois à mettre toutes les charges d'explosifs dans les cages d'ascenseur pour faire péter toutes les poutres en acier qui soutiennent la structure de l'immeuble pour que l'immeuble descende en droite ligne à la vitesse de la chute libre. Donc, en proposant, et pour le 11 septembre, il y a eu 46 manœuvres, 46 exercices de simulation qui ont commencé au mois de juillet jusqu'au 11 septembre. Eh bien, si quelqu'un qui n'était pas supposé être au courant avait découvert qu'il y avait des choses bizarres qui étaient en train de se passer et qui pouvaient donner des indices de préparation d'un coup d'État, ben, on aurait pu lui dire « Eh mais non, attends, rassure-toi, on est en train de préparer des exercices de simulation, donc c'est normal, ça fait partie des exercices. » Donc, si le coup d'État avait été découvert avant, on pouvait toujours prétexter que ça faisait partie des exercices. Et une fois que le coup d'État a eu lieu, on peut simplement invoquer une coïncidence. Mais de nouveau, comme l'émotion du public est tellement forte, ben l'émotion, et en plus c'est tellement inimaginable que le gouvernement puisse massacrer lui-même des citoyens de son propre pays pour mettre en place des lois liberticides, c'est tellement inconcevable pour la plupart des gens qu'ils vont dire non, c'est vrai, c'est une coïncidence. C'est vrai, c'est une malheureuse coïncidence. Donc, c'est sorti dans le journal du dimanche du 13 novembre, du 15 novembre, attendez, ouais, c'était le vendredi 13, et donc c'est le journal du dimanche du 15 novembre qui titre « Attentat, le SAMU avait organisé une répétition générale vendredi matin ». Voilà, mais quand on est dans l'émotion, on ne réfléchit plus. Alors, 8e indice, qui ne se révèle évidemment que plusieurs années plus tard, c'est les commissions d'enquête qui bâclent leur travail.
Alors ça, j'en ai eu la preuve déjà pour le massacre de l'ordre du Temple solaire, puisque comme j'ai fait partie, j'ai été cité dans la liste des sectes en France, en Belgique, en Suisse, j'ai acheté les rapports interministériels d'enquête sur les sectes dangereuses. Le rapport belge faisait un rapport de 600 pages et j'ai lu tout le rapport, puisque évidemment moi j'avais l'intention d'attaquer en diffamation l'État belge, et donc évidemment il fallait d'abord que je regarde qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport et qu'est-ce qu'on me reprochait exactement. Bon, finalement on me reprochait zéro chose, mais enfin j'ai quand même pris la peine de lire le rapport de A à Z, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que énormément d'experts ont été entendus par la commission d'enquête sur la dangerosité des sectes et les menaces sectaires. Et les experts, entre autres, des gens qui étaient professeurs d'université, des gens qui travaillaient depuis 20 ans sur les phénomènes sectaires ou sur les phénomènes de religion ou de spiritualité alternative, je dirais, disaient tous aux commissions d'enquête, écoutez, d'après nos observations, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune menace importante et il n'y a rien de changé par rapport à il y a 20 ans. Et d'autres experts juridiques disaient, écoutez, de toute façon, nous avons déjà tout l'arsenal juridique si une secte a des activités illégales comme le trafic d'armes, comme le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Donc nous sommes déjà équipés sur le plan juridique. Il n'est pas nécessaire de voter des lois anti-sectes ou des lois qui vont restreindre davantage la liberté des individus ou qui vont surveiller davantage les individus sous prétexte de les protéger d'une menace qui n'existe pas. Donc tout ça, évidemment, était dans les minutes du rapport d'enquête. Mais le rapport final, c'est « Nous recommandons le vote de lois spéciales qui vont surveiller les sectes, qui vont même pouvoir supprimer ou dissoudre des sectes, qui vont pouvoir bloquer leurs comptes bancaires et qui permettront de surveiller les individus soupçonnés d'avoir des activités sectaires, etc. » Donc, et alors, évidemment, moi j'étais curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'on me reproche, parce qu'après 600 pages de lecture, je me dis, mais qu'est-ce qu'on me reproche finalement? Et alors, il y avait une annexe au deuxième volume du rapport, hein, c'était 2 volumes de 300 pages, et dans l'annexe, il était marqué « Liste des organismes qui ont été mentionnés pendant le cours de notre enquête. » Point. Et il y avait une petite phrase qui disait voici la liste de tous les organismes dont le nom a été mentionné pendant notre enquête. Le fait de se trouver sur cette liste ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une secte, et le fait de ne pas se trouver sur cette liste ne signifie pas pour autant que certains organismes ne sont pas des sectes. Donc, c'était comme Magritte qui disait « ceci n'est pas une pipe ». Et donc, se retrouvait en Belgique en tout cas, une liste de 187 sectes, mais en réalité, c'était 187 noms dont la commission avait pris la précaution de dire « Écoutez, on nous a mentionné leurs noms, on ne dit pas que ce sont des sectes, mais on ne dit pas non plus que ceux qui ne s'y trouvent pas ne sont pas des sectes par ailleurs. » Mais qu'est-ce que les journalistes ont fait dès le lendemain de la publication de ce rapport? Évidemment, ils ont dit « Nous avons la liste des 187 sectes de Belgique » et évidemment, je me trouverai en belle position à 2 reprises à travers ma société commerciale et mon association à but non lucratif. Donc en fait, j'étais cité 2 fois dans les journaux, parce que les journaux, eux, n'ont pas fait la nuance qui était de dire ben, en fait, c'est une liste qui ne veut rien dire, en fait. Voyez. Pour le 11 septembre, bah, c'est encore pire. Hein. Donc là, je vous ai préparé tout un document qui s'intitule « 41 citoyens américains, anciens du contre-terrorisme et de l'agence du renseignement, remettent en cause le rapport officiel sur le 11 septembre ». Donc c'est vraiment intéressant de voir que ce sont tous des gens qui ont travaillé dans le contre-terrorisme, la planification d'urgence, etc. Et on a
tous leurs témoignages, tous leurs noms, tout leur pédigré en disant ils ont travaillé pour le FBI pendant autant d'années, etc., etc., pour la CIA. Alors, je voudrais quand même vous lire juste 2-3 petits commentaires. Entre autres, à la page 9, vous avez une femme qui s'appelle Cybelle Edmonds, témoin devant la commission du 11 septembre. Ancienne spécialiste en traduction pour les opérations de contre-terrorisme et de contre-espionnage du FBI, fondatrice et la présidente de la National Security Whistleblowers Coalition, ce veut dire la coalition des dénonciateurs de la sécurité nationale. Et dans une lettre personnelle à la commission du 11 septembre, en 2004, elle écrit « Je trouve votre rapport gravement défectueux en cela qu'il ne traite pas d'importants problèmes de renseignement dont j'ai connaissance, qui ont été confirmés et sur lesquels j'ai attiré votre attention en tant que témoin devant la commission. Par conséquent, je dois supposer que d'autres questions sérieuses dont je ne suis pas informé ont été pareillement omises dans votre rapport. Ces omissions font planer le doute sur la validité de votre rapport et donc de ses conclusions et recommandations. » C'est quand même quelqu'un qui travaillait au FBI et qui prend le risque d'envoyer une lettre ouverte à la commission du 11 septembre en disant « Attendez, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit là. » Allez, à la page 10, Colleen Rowley, ancienne agent spéciale et consultante de la division de Minneapolis du FBI, 24 ans de carrière au FBI. Elle dénonce, elle a dénoncé dans une lettre ouverte au magazine Time, que systématiquement les renseignements qu'ils essayaient de faire remonter à la lutte antiterroriste au niveau du FBI ont été bloqués. Et donc, elle dit, lorsque dans un effort désespéré de la dernière heure visant à passer outre le barrage élevé par le quartier général, la division de Minneapolis entreprit de notifier directement le centre antiterroriste de la CIA, le personnel du quartier général du FBI réprimanda sévèrement les agents pour avoir fait cette notification directe sans leur approbation. Bon, je pourrais encore vous lire plein de choses, mais je vais vous laisser lire si ça vous intéresse. C'est clair que ce rapport d'enquête, qui ne mentionne même pas le World Trade Center numéro 7, c'est une commission d'enquête bâclée qui ne fait que confirmer ce qu'on nous a raconté le jour même des attentats. Alors on pourrait se demander, ça c'est le 9e indice, c'est à qui profite le crime? Donc quand il y a ce genre d'événement, on peut tout de suite se demander, mais à qui profite le crime? Et ça, on le voit dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Pour l'ordre du Temple solaire, c'est évident. Pour moi, ceux à qui ça a profité, c'est l'industrie agroalimentaire, parce que on a mis dans le panier des sectes les agriculteurs biologiques. C'est les industries pharmaceutiques, évidemment. Il faut vous souvenir que Luc Jouret était homéopathe. Et donc, on a mis dans le même panier toutes les approches alternatives, toutes les approches de santé parallèle, de spiritualité parallèle. On les a mis toutes dans le panier des sectes pour justement discréditer ce qui commençait à avoir trop de succès auprès du public. Et comme le public se détournait de plus en plus de la médecine officielle avec la pharmacopée, eh bien, ça a été une excellente façon de ramener dans le droit chemin tous ces gens qui doutaient de la médecine officielle. Évidemment, ça profitait aussi à tous ceux qui avaient envie de contrôler et conditionner davantage le bon peuple français, le bon peuple belge, le bon peuple suisse. Et évidemment, ça a permis aussi de justifier un début de fichage et de lynchage médiatique pour empêcher tous les empêcheurs de penser en rond de continuer à avoir accès à des tribunes officielles et des tribunes médiatiques. C'est-à-dire que de moins en moins, on a entendu des discours discordants et hors normes, si vous voulez. Pour le 11 septembre, le complexe militaro-industriel, bien entendu, a été largement favorisé.
le complexe pétrolier aussi, puisque bon, il y avait quand même des enjeux d'oléoducs aussi et de gazoducs aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. Le trafic de drogue, hein, je vous l'ai déjà dit, les avions américains revenaient, les avions canadiens aussi revenaient chargés de drogue depuis l'Afghanistan vers le Canada et les États-Unis. Le fichage, évidemment, la restriction de toutes les libertés. Ce qui m'a attiré aussi l'attention, c'est que quand ils ont décidé de créer l'Homeland Security Act, ils ont fusionné 22 agences de surveillance et de sécurité. Ça, c'est une excellente façon aussi pour faciliter le contrôle. C'est que quand vous avez 22 agences indépendantes, ben, c'est plus difficile de créer des coups d'État parce qu'il faut convaincre 22 directeurs de marcher dans la manœuvre. Si vous prenez 22 agences et vous les fusionnez en une seule, qui est le Homeland, qui a été créé donc, par le Homeland Security Act, ça devient beaucoup plus facile évidemment parce qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui est à la tête de cela. Et quand j'ai entendu qu'ils voulaient fusionner tous les fichiers aussi de ces agences, savez-vous que parmi les informations stratégiquement les plus importantes dans la lutte contre le terrorisme, c'était est-ce que cette personne est un anti-vaccin ou pas. Moi, ça m'a fait bondir d'entendre que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à la suite du 11 septembre, une des informations les plus importantes à mentionner dans les fiches fusionnées des individus, c'était sont-ils pour ou contre les vaccins. Voilà. Pour Charlie Hebdo, pour le Bataclan, pour le 14 juillet en France, bien entendu, ça a permis de décréter l'état d'urgence, ça a permis de faire voter à l'unanimité des lois contre l'immigration clandestine. Enfin bon, il y a eu toute une série de choses, mais dans la suite de tout cela, on a mis en place aussi des lois contre les lanceurs d'alerte et des lois qui criminalisent maintenant les fake news. Donc en fait, moi je suis un très très bon candidat pour être condamné par les lois françaises pour diffuser énormément de fake news. Et donc, bien entendu, mais ça, c'est pas grave, c'est pour la protection du bon peuple. Dixième chose que vous pouvez faire, dixième indice, c'est que plus on creuse les choses, moins c'est crédible. Alors, je vais juste me limiter au 11 septembre et je vais me limiter à deux choses trois choses qui m'ont vraiment choqué. Première chose, c'est que moi je ne savais pas, parce que je ne suis pas ingénieur, je suis physicien, je ne savais pas que l'acier avait besoin d'une température de plus de 1500 degrés pour fondre et qu'un incendie d'immeuble peut au maximum atteindre 950 degrés ou 1000 degrés. Donc il manquait 500 degrés pour faire fondre l'acier. Et quand j'ai vu même des photos des poutrelles sectionnées exactement comme on le fait dans des démolitions contrôlées, et qu'on avait retrouvé dans la poussière du World Trade Center de la nanothermite, qui est en fait un explosif militaire qui permet de faire des démolitions contrôlées. Là, évidemment, je n'avais plus aucun doute sur le fait que c'était effectivement quelque chose qui avait été mis en place de l'intérieur. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est lorsque j'ai lu dernièrement, il n'y a pas très longtemps, dans un numéro du magazine Nexus, qui est un magazine auquel je suis abonné depuis des années, qui est un magazine tout à fait indépendant et qui offre un certain nombre d'informations que vous ne trouverez pas dans les médias classiques, dans les médias dominants, et dans le numéro de septembre-octobre 2019. Il y a un article qui s'intitule « Le FBI complice du 11 septembre ». Alors, évidemment, je regarde. Donc ça, c'est l'article en question. Et dans cet article, que je vous reproduirai et que je vous mettrai en pièces attachées, il démontre une chose, c'est que seulement 2 avions sur les 4 incriminés ont décollé le jour du 11 septembre. Donc là, tenez-vous bien là, parce que vous n'êtes pas à la fin de vos surprises. Donc, moi je lis que
il y a 2 avions qui n'ont jamais décollé. Puisqu'en fait, la thèse officielle, c'est ceci. Je vous ai fait un petit panneau pour résumer les choses. Normalement, le vol de American Airlines 11 aurait décollé de Boston pour se fracasser dans la tour nord, qui était le World Trade Center numéro 1. Le vol United Airlines 175 aurait décollé de Boston également pour se fracasser dans la tour sud du World Trade Center numéro 2. Le vol American Airlines 77 aurait décollé de Washington Dulles pour se fracasser sur le Pentagone, et le vol United Airlines 93 aurait décollé de Newark, donc près de New York, pour s'écraser à Shanksville en Pennsylvanie. Voilà, donc ça, comme ça, vous avez sous les yeux, je vous le remettrai un peu plus tard, vous avez donc les 4 vols. Mais le problème, c'est que les vols AA11 et AA77, donc American Airlines 11, qui sont supposés avoir fracassé, qui est supposé avoir fracassé la tour nord, donc le premier impact, n'a jamais décollé de Boston ce jour-là. Tout simplement parce que le vol AA11 n'était pas programmé pour le 11 septembre, tout simplement. Vous savez, si je vous dis que le vol d'Air Transat qui a décollé le lundi de Bruxelles s'est planté en mer, et que vous regardez les horaires et que vous vous rendez compte qu'il y a des vols d'Air Transat le dimanche, le mercredi, le vendredi et le samedi, mais qu'il n'y en a pas le lundi, vous allez vous dire, mais attends, il n'y avait pas d'avion qui était programmé ce jour-là. Donc comment est-ce qu'un avion qui n'a jamais décollé, puisqu'il n'était pas programmé ce jour-là, s'est planté dans une tour ? Le vol American Airlines 77, qui devait décoller normalement de Washington Dulles, n'était pas programmé non plus ce jour-là. Il volait la veille, il volait le lendemain, mais il ne volait pas ce jour-là. Donc ça fait déjà 2 avions dont on n'a pas la preuve qu'ils ont décollé et dont on n'a pas la preuve non plus qu'ils ont fait un impact. Parce que je vous signale que le premier impact sur la tour World Trade Center 1, personne n'a vu un avion rentrer dans la tour. Oui, il n'y a personne qui s'y attendait, il n'y avait pas de médias qui étaient là sur place. Donc ça aurait pu très bien être une explosion qui venait de l'intérieur et où tout le monde a dit « Hey, il y a un avion qui... » Mais vous savez, une explosion qui vient de l'intérieur ou une explosion provoquée par un avion qui rentre dans un truc et qui explose à l'intérieur de l'immeuble, ça fait exactement le même bruit. D'accord ? Et en ce qui concerne le Pentagone, on n'a jamais trouvé de traces d'un avion qui s'est écrasé. Donc, ça tombe bien, l'avion du World Trade Center numéro 1, donc le premier impact, il n'y a de toute façon aucun témoin oculaire qui a vu un avion se cracher dans la tour. Et pour le Pentagone, on n'a pas de traces d'avion non plus. Alors maintenant, voyons ce qui est arrivé aux 2 autres vols qui, eux, ont réellement décollé. Donc, en fait, les 2 vols d'American Airlines n'ont jamais décollé, mais en même temps, ça tombe bien puisqu'on ne les a jamais vus, ni pour la première tour, puisqu'il n'y avait pas de témoins, et pour le Pentagone, où on n'a jamais trouvé de traces d'avion. Donc ça, l'affaire est réglée. C'est assez facile à, je dirais, à concevoir. Maintenant, ce qui est plus difficile à concevoir, moi-même, j'ai été très étonné, alors que ça faisait des années que j'écoutais des documentaires, que je lisais des bouquins, etc. Et ça, je l'avais vu nulle part, je ne l'avais lu nulle part. C'est en fait les experts d'une association qui s'appelle l'association Pilots for 9/11truth.org. Donc c'est les pilotes pour la vérité sur le 11 septembre.org. Et donc, ces pilotes, qui sont extrêmement choqués de toutes les conneries on a essayé de nous faire croire, ont demandé à des experts d'examiner une information qu'ils ont pu obtenir en 2009. Et cette information, ils l'ont obtenue grâce au Freedom for Information Act, qui est donc un acte qui garantit aux journalistes et aux experts d'avoir un accès libre à l'information auprès du gouvernement et d'une centaine d'agences de renseignement états-uniennes. Donc c'est vraiment une loi qui protège la liberté d'accès à l'information, mais qui est réservée évidemment aux journalistes et aux experts. Et donc, ils ont demandé à
avoir le relevé des balises au sol qui suivent la trajectoire de tous les avions en temps réel, de façon automatisée, 24 heures sur 24. Bien. Et ces balises sont donc capables d'identifier en permanence chaque avion, puisque chaque avion a un numéro d'immatriculation très précis et unique, évidemment, un peu comme les voitures, si vous voulez. Et donc, on peut savoir à tout moment où se trouve un avion. Donc, les experts de pilot4911truth.org ont demandé à avoir le relevé des balises pour le 11 septembre 2001 et pour faire le suivi des 4 vols. Bon, d'abord, première nouvelle, ça c'est une confirmation, c'est que les balises n'ont enregistré nulle part sur le territoire des États-Unis des trajectoires et des itinéraires, des voyages pour les vols de American Airlines 11 et 77. Donc on a une preuve supplémentaire, si vous voulez, que ce jour-là, ces avions-là ne volaient pas. Bon. Pour United Airlines 175, qui est, je vous le rappelle, celui qui s'est soi-disant crashé dans la tour numéro 2 du World Trade Center, eh bien, aux surprises, on se rend compte donc, il a bien décollé de Boston à 7h58, on peut le suivre à travers les différentes balises, et ce sont des balises qui n'ont que 100-150 km de portée, donc évidemment, et puis il y a plusieurs balises qui peuvent faire une triangulation pour dire l'avion il se trouvait là à telle heure, puis il se trouvait là à telle heure, etc., etc. Donc on peut les suivre vraiment de minute en minute, on peut suivre la trajectoire de tous les avions. Et en fait, on se rend compte que donc il a bien décollé à 7h58 de Boston et 1h05 plus tard, à 9h03, c'est-à-dire au moment de l'explosion dans la tour numéro 2, eh bien à 9h03, au moment du crash, donc, cet avion volait près de Harrisburg, que vous voyez situé sur la carte en plein écran, c'est-à-dire à plus de 250 km de New York. Et chose encore plus curieuse, à 9h23, c'est-à-dire 20 minutes après s'être soi-disant consumé dans les immeubles du World Trade Center, eh bien, cet avion volait toujours, mais cette fois-ci était localisé près de Pittsburgh. Pittsburgh, c'est à 500 km de New York. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion était en train de foncer vers l'ouest et donc fonçait de plus en plus, s'éloignait de plus en plus de New York alors qu'il était supposé s'être explosé dans les tours du World Trade Center, dans la tour du World Trade Center, la tour sud WTC-2. Je reviendrai à ça parce qu'on pourrait se demander, mais qu'est devenu cet avion alors ? Parce qu'en fait, manifestement, il ne s'est pas écrasé. Alors, l'avion de United Airlines 93, qui soi-disant s'est crashé en Pennsylvanie, donc à Shanksville, là, vous le saviez déjà, puisque je l'avais entendu en direct, un journaliste disait il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de valise, il n'y a rien, il n'y a pas de pièces d'avion. Je ne comprends pas pourquoi on m'a envoyé ici. Et effectivement, au moment du crash, soi-disant, cet appareil, le United Airlines 93, se trouvait dans l'Illinois, c'est-à-dire à 900 km des lieux des attentats, c'est-à-dire qu'il ne se trouvait pas du tout au lieu où on aurait pu croire qu'il se trouve. Donc le grand mystère, c'est où sont passés ces deux appareils, où sont passés les passagers et les pilotes de ces appareils. Là, j'ai pas de réponse. On pourrait faire comme hypothèse qu'ils ont été kidnappés dans une base secrète, parce qu'il y a plein de bases secrètes qui existent un peu partout dans le monde, non seulement pour les États-Unis, mais pour d'autres. Ils ont peut-être été embarqués dans des bases secrètes en Antarctique, puisqu'il y a aussi pas mal de bases secrètes militaires en Antarctique. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, mais toujours est-il qu'eux, ils ont disparu. Ils ont été portés pour morts, mais à mon avis, ils ne sont pas morts. Ils sont peut-être encore employés dans ces bases secrètes, ou peut-être qu'ils ont été assassinés, certains d'entre eux qui étaient inutiles ont été assassinés, j'en sais rien. Mais franchement,
cet article m'a jeté par terre en disant « Merde, il n'y a aucun des 4 avions alors qui a fait ce qu'on a dit qu'ils avaient fait, puisqu'il y en a 2 qui n'existaient pas et il y en a 2 qui n'ont pas explosé. » Alors bon, pour la Pennsylvanie, c'était pas difficile, mais alors il restait quand même le problème du World Trade Center numéro 2, avec la tour sud, où je me dis, mais là, on a quand même vu les images d'un avion qui percute la tour. Et donc, c'est là qu'il a fallu que je creuse davantage dans d'autres documentaires qui ont démontré, en montrant image après image, que, en fait, ce dont avaient été témoins les personnes au moment de ce soi-disant crash de l'avion United Airlines 175, c'est d'un hologramme géant qui a été projeté pour faire croire à l'arrivée d'un avion. Et quand on regarde les images, on se rend compte même qu'il y a une aile de l'avion qui passe derrière des bâtiments qui se trouvent beaucoup plus loin dans la perspective. Donc, même au niveau des images de synthèse qui ont été par la suite diffusées, eh bien, il y a des grossières erreurs que l'on peut voir quand on regarde les images au ralenti. Donc, en fait, les 2 explosions dans les tours étaient 2 explosions qui sont parties de l'intérieur. Mais effectivement, et dans ce documentaire que j'ai regardé, effectivement, vous supprimez l'avion ou vous le laissez, ça fait exactement la même explosion. Donc on peut effectivement imaginer que le jour du 11 septembre, eh bien, ce dont ont été témoins les gens qui étaient sur place au moment du crash du 2e avion, c'était un immense hologramme avec diffusion d'un bruit et d'une image qui a fait croire à l'arrivée d'un avion, mais en réalité, il n'y a jamais eu d'avion qui s'est planté dans aucune des 2 tours, de la même façon qu'il n'y a pas eu d'avion dans le Pentagone et il n'y a pas eu d'avion en Pennsylvanie. Alors, jusqu'à présent, je croyais à la thèse de la destruction contrôlée, et donc ça c'est la 11e et dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il faut jamais s'arrêter de creuser, il faut toujours être prêt à remettre en question ses convictions. Et mes convictions ont été remises en question il y a quelques semaines grâce à Judy Wood, qui a fait un travail extraordinaire, qu'elle a mis dans un gros livre cartonné qui s'intitule « Where did the towers go ?» Où sont passées les tours? Et elle fait une démonstration scientifique, parce que cette femme est une scientifique de très haut niveau. Elle fait une démonstration avec des centaines de photographies, avec des centaines d'analyses. Il y a pratiquement, il y a 500 figures, il y a 28 tables et il y a 6 cartes. Et elle fait la démonstration que même la thèse de la démolition contrôlée n'est pas une thèse qui tient la route, parce qu'elle dit, en fait, ce dont on a été témoin le 11 septembre pour les 2 tours du 11 septembre, les 2 tours du World Trade Center, c'est une destruction par une technologie ultra secrète qui est la technologie de l'énergie libre, c'est-à-dire les travaux dérivés de Nikola Tesla. Et donc, elle fait des tableaux comparatifs où elle dit, voilà, avec l'hypothèse d'une destruction contrôlée comme on le fait d'habitude, on devrait avoir ça, or on ne l'a pas, alors que dans une destruction par une pulvérisation et comment dire, oui, c'est vraiment une pulvérisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a réduit les 2 immeubles en une poussière extrêmement fine pour l'essentiel de l'immeuble. Et donc, elle fait la démonstration que ça a été une opération où ils ont testé grandeur nature la capacité de détruire un immeuble juste par l'envoi d'une onde très forte qui a une fréquence très particulière qui a transformé les immeubles en une poussière. D'ailleurs, elle fait même la démonstration en disant que on aurait dû trouver au pied de chaque tour
500 millions de tonnes de gravats. Or, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parce que l'essentiel des tours a été transformé tout simplement en poussière. Voilà. Alors, j'ai pas encore lu son bouquin, j'ai juste écouté 2 conférences de cette femme. Bon, malheureusement, c'est en anglais, mais je vous laisserai quand même les coordonnées. Mais moi, j'aime bien être remis en question moi-même au niveau de mes propres convictions, parce que ça va encore plus loin. Et elle démontre même avec les relevés de sismographes que normalement, si les tours étaient vraiment tombées avec tout le poids des tours, donc 500 millions de tonnes, eh bien, on aurait dû observer une vibration au niveau des sismographes qui enregistrent 24 heures sur 24 toutes les activités telluriques. Et effectivement, on n'a rien de tout cela. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Ben, vous allez dire, c'est peut-être beaucoup de temps perdu pour arriver à la conclusion que ben, c'est des gens à l'intérieur des États-Unis qui ont fait le coup et qui n'ont pas hésité à massacrer plus de 3000 Américains. En réalité, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été tuées, mais ils ont mis le nombre de morts en dessous de 3000 pour qu'on ne les oblige pas à en faire un mausolée. Vous savez que quand il y a un événement où il y a plus de 3000 personnes qui meurent à un endroit particulier, on n'a plus le droit de reconstruire quelque chose. Donc ils étaient bien emmerdés parce qu'ils avaient déjà le projet de recréer le One World Trade Center, qui maintenant existe à New York, à Manhattan. Donc, pour ne pas être empêché de reconstruire quelque chose et pour ne pas être empêché et pour ne pas être obligé de créer un mausolée à la mémoire des victimes, eh bien, ils ont fait un décompte qui était de 2970, je ne sais plus combien là, en tout cas moins de 3000 personnes. Voilà, donc comme ça, ils ont même été jusqu'à manipuler le nombre de morts. Alors à quoi ça sert de faire tout ça? Vous allez me dire, peut-être j'ai perdu mon temps et vous avez perdu votre temps. Mais je voulais simplement, et je voulais commencer par ça, je voulais commencer par ce dossier-là, à part le dossier sur le sida, pour que vous compreniez. Alors soit vous rejetez en bloc tout ce que je vous ai dit pendant plus de 2 heures, soit vous dites, ok, je vais moi-même me faire ma propre opinion et creuser ça. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous êtes prêt et vous êtes prêt à voir la réalité telle qu'elle est, et à partir du moment où vous êtes capable d'accepter l'idée que des gouvernements sont prêts à sacrifier des milliers de personnes pour un agenda caché qui vise effectivement la restriction des libertés individuelles, qui vise à favoriser les intérêts du complexe militaro-industriel, les intérêts des compagnies pétrolières, etc. Il y a toujours plusieurs objectifs, si vous voulez, cachés, mais il y a aussi des objectifs liberticides, donc pour empêcher de plus en plus les gens de parler, empêcher de plus en plus les lanceurs d'alerte de parler, pour justement faire de plus en plus de sales coups vis-à-vis de la population. Si vous êtes capable de vous convaincre avec ce dossier de l'ordre du Temple solaire et du 11 septembre que le gouvernement est prêt à faire ce genre de choses, à ce moment-là, ça va vous faciliter la tâche par rapport à tous les autres dossiers dont je vais vous parler, entre autres le dossier de la 5G. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans le même numéro de Nexus, ils font tout un dossier très très complet sur tous les dangers de la 5G et en quoi la 5G pourrait être une arme de destruction massive de l'humanité. Donc, si on ne se mobilise pas pour contrer le déploiement de la 5G à travers la planète entière avec des dizaines de milliers de satellites qui diffuseraient des ondes 5G en permanence et qui pourraient nous mettre dans une situation où c'est comme si on était dans un four à micro-ondes, si vous voulez. Si vous n'êtes pas capable d'accepter l'idée que certaines personnes sur Terre ont des objectifs génocidaire vis-à-vis d'une bonne partie de l'humanité, ben oui, à ce moment-là, vous aurez perdu votre temps. Mais si vous êtes capable de vous convaincre vous-même, moi je n'essaie pas de vous convaincre, moi j'ai fait un travail depuis des années
de compilation d'informations. Et désolé si parfois j'ai quelques hésitations, parce que je n'ai pas pu tout écrire dans ma préparation. J'ai déjà passé 12 heures pour ce dossier-ci, plus les conversations du lundi, etc. Mais ce que je veux, c'est que vous compreniez que nous sommes véritablement en situation de guerre contre les peuples. La guerre secrète contre les peuples, comme disait la regrettée Claire Sévrac. Et que ce soit les chemtrails, que ce soit la vaccination, que ce soit HAARP, que ce soit la 5G, que ce soit Monsanto et l'agroalimentaire, etc., tout va dans le même sens, tout converge dans le même sens, c'est disséminer la population mondiale. Voilà, je vous le dis, sérieusement. Et à partir de là, de nouveau, vous avez un choix à faire. Soit vous continuez à prendre la pilule rouge, ou vous redemandez la pilule bleue, et vous vous désinscrivez de ma chaîne privée. Vous retournez à vos illusions, vous retournez à la propagande, vous retournez à votre lavage de cerveau, et vous attendez que les choses vous tombent sur la figure. Ou alors, vous entrez dans une démarche progressive de désobéissance civile non violente, une démarche de questionneur de la vérité pour alerter autour de vous d'autres personnes en espérant que nous serons assez nombreux un jour pour inverser le cours de l'histoire qui est en marche. Je vous embrasse. Désolé si je vous ai plombé l'humeur aujourd'hui, mais je pense que c'est important que nous continuions à prendre soin de notre sérénité, et c'est pour ça que je vous invite peut-être à revoir la petite vidéo de paysage enneigé avec une très très belle musique au piano. Je pense que de temps en temps ça peut nous faire du bien de nous recentrer avec la beauté du monde, parce que je suis persuadé que c'est la beauté qui sauvera l'humanité.